Bonjour à tous et bienvenue dans Actuel. Cette semaine, nous allons nous intéresser aux femmes qui soutiennent l'organisation de l'État islamique, mais aussi à celles qui se battent contre Daesh. Les plus aguerries sont certainement les combattantes kurdes. Rencontre avec l'une d'elles qui était de passage à Paris pour réclamer des armes au gouvernement français. Nous aurons aussi le témoignage d'une jeune Française qui était sur la voie du djihad et y a mis fin quand on lui a demandé de commettre des attentats. Mais avant ça, je vous propose de découvrir ce qui se passe par ailleurs sur la planète actuelle, en bref et en images, avec Natacha Vestic. Voici certains ministres du nouveau gouvernement tunisien. Khadija Cherif devait en faire partie. Nommée ministre de la Femme dans la première équipe, elle a finalement été remerciée. Figure historique de la société civile tunisienne, farouche opposante au régime de Ben Ali, elle n'a jamais caché son engagement féministe ni ses convictions laïques. Semble-t-il que certains peut-être partis le trouvaient trop gênante ou trop féministe, je ne sais pas. Mais je ne pense pas que l'on puisse tourner le dos à ce projet, car le parti qui a gagné, même s'il y a un courant conservateur, il y a aussi des gens qui sont totalement engagés pour avancer vers un projet pour lequel nous nous sommes investis. Cette émission saoudienne fait beaucoup de bruit sur le net. L'invité, un historien, explique que l'Arabie saoudite protège les femmes en leur interdisant de conduire. Oui, car selon lui, elles peuvent être violées si leur voiture tombe en panne. Et il les compare aux occidentales qui, elles, n'ont pas peur de se faire violer parce que la violence sexuelle ne signifie pas grand-chose pour elles. Stupéfaction de la journaliste qui essaie en vain de lui faire entendre raison. Elle a été le premier écrivain algérien à être élu à l'Académie française. L'immortelle Assia Djebar s'est éteinte à l'âge de 78 ans. Grande voix de l'émancipation des femmes musulmanes, plusieurs fois citée pour le prix Nobel, elle a écrit une vingtaine de romans, de recueils et de poèmes. Comme elle le souhaitait, elle a été enterrée dans le village où elle est née, près d'Alger. Et pour en savoir plus sur l'académicienne disparue Assia Djebar, je vous renvoie sur le site de Courrier International. Notre partenaire de la presse écrite revient sur son parcours dans un article intitulé « Assia Djebar, un esprit libre contre la régression et la misogynie », à retrouver donc dans Courrier International. Qui sont les combattantes kurdes qui luttent contre Daesh? Comme les hommes, elles ont pris les armes pour défendre leurs terres. Certaines ont même des postes d'encadrement. L'une d'entre elles était de passage à Paris. Rencontre. Kalachnikov ou mitrailleuses lourdes sur l'épaule, en première ligne, des femmes ont participé à la libération de Kobani en Syrie. Nasrin Abdallah en fait partie. Elle appartient à la branche armée d'un parti kurde. Et il y a quelques jours encore, elle dirigeait une armée sur le front de Kobani. Je suis vraiment fière d'avoir participé à la libération de Kobani, mais aussi de l'avoir fait en tant que femme. Parce que c'est aussi un combat de femmes. Ça a été une bataille très dure. 5 mois d'intenses combats. Kobani, enclave kurde à la frontière entre la Turquie et la Syrie, théâtre d'une guerre sans merci entre les djihadistes du groupe État islamique et les combattants kurdes. Parmi eux, de nombreuses femmes. Il y a des étudiantes, d'autres non. Des femmes mariées, toutes sortes de femmes vont au combat. À 36 ans, Nasrin Abdallah était journaliste et a pris les armes il y a 4 ans pour, dit-elle, défendre la liberté. Elle explique que les femmes soldats ont un ascendant psychologique sur les djihadistes de l'État islamique. Ils ont peur de nous. Les djihadistes considèrent mal les femmes et ils croient qu'être tués par une femme signifie qu'ils n'iront pas au paradis. Grâce aux combattants kurdes et aux frappes de la coalition, aujourd'hui Kobani est libéré, mais en ruine. Et le groupe État islamique est toujours en Irak et en Syrie. Plus que jamais, Nasrin Abdallah est déterminée. On se battra jusqu'au bout, jusqu'au dernier centimètre. Voilà une détermination sans faille côté kurde, mais qui existe aussi côté organisation de l'État islamique. Assia Hamza, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à France 24. Vous avez écrit un article sur notre site internet intitulé « Pourquoi il ne faut pas sous-estimer le rôle des femmes djihadistes ». Alors, du côté de l'organisation de l'État islamique, il y a aussi des brigades de femmes, mais a priori, ce ne sont pas des guerrières. C'est quoi exactement leur rôle? Contrairement aux femmes kurdes, les femmes qui appartiennent à l'organisation de l'État islamique
elles ne combattent pas, elles ne vont pas au front. Il y a vraiment le respect des différences sexuelles. C'est les hommes qui montent au front et qui combattent. Il y a une brigade qui a été créée à Raqqa il y a environ 1 an pour procéder aux fouilles au checkpoint, justement parce que les hommes ne pouvaient pas fouiller les femmes et qu'il y avait eu notamment des intrusions d'hommes, d'opposants déguisés sous des burqas. Donc il fallait des femmes pour pouvoir procéder aux fouilles. Aujourd'hui, cette brigade qui représente à peu près 60 femmes qui sont rémunérées, qui sont armées, elles ont endossé une nouvelle fonction. Elles occupent un petit peu le rôle de police des mœurs, c'est-à-dire qu'elles patrouillent dans Raqqa et elles contrôlent le respect des règles de la charia, le respect des règles vestimentaires. Elles vérifient que les femmes sont bien accompagnées d'un chaperon mâle et elles n'hésitent pas à sévir si les règles ne sont pas respectées. Alors, nombre de ces femmes ne viennent pas ni de Syrie ni d'Irak, mais ce sont des étrangères qui sont parties faire le djihad. Avant de parler avec vous des raisons qui les poussent à soutenir l'organisation de l'État islamique, je vous propose d'écouter le témoignage d'une Française de 15 ans, on l'appellera Léa. Elle a été arrêtée dans son projet In Extremis et a été prise en charge depuis par le Centre de prévention des dérives liées à l'islam. Elle raconte comment elle a été pratiquement endoctrinée sur les réseaux sociaux. Ils m'ont demandé ce que je faisais à l'école et tout. J'ai dit un bac pro SSP pour faire infirmière parce que je veux faire de l'humanitaire et tout. Puis là, ils m'ont montré des vidéos comme quoi je pouvais venir faire de l'humanitaire en Syrie. Des vidéos où ils montrent le peuple syrien qui se fait gazer par Bachar. L'an dernier, peu après son inscription sur un réseau social, Léa, 15 ans, est peu à peu endoctrinée par les djihadistes qui l'ont contactée. Au fur et à mesure des discussions, elle s'isole. Ils m'ont dit de ne plus parler à mes amis, de rester chez moi, d'arrêter l'école. Je restais dans ma chambre enfermée, les volets fermés et tout. À ceux qui s'inquiètent pour elle et essaient de lui faire entendre raison, elle a des réponses toutes faites, soufflées par ses interlocuteurs. Je sortais des phrases, mais à chaque fois les mêmes choses, voilà, copier-coller. Ça sortait automatiquement de ma bouche. Un jour, ses interlocuteurs lui proposent de venir en Syrie. Une voiture l'attend devant son collège. Mais l'adolescente rate le rendez-vous. Elle est repérée par la police française. Le discours de ses contacts change. On m'a dit c'est mort, tu pourras jamais venir. Tout ce que tu as sur le dos, tu pourras jamais venir. Donc du coup maintenant il faut passer à l'acte en France quoi. J'avais du mal à assumer que en fait, je m'étais fait endoctriner ou quoi que ce soit. Ça j'avais du mal à l'admettre et j'ai encore du mal à l'admettre. J'arrive pas à dire que j'étais aussi stupide. Alors, il est difficile d'évaluer précisément combien de jeunes filles veulent s'engager dans le djihad, quelques dizaines, peut-être plus. Assia Hamza, vous avez tenté de comprendre leur motivation et vous écrivez que ces femmes, en tout cas ces Françaises, ce sont des idéalistes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire exactement ? Elles sont idéalistes dans le sens où elles s'engagent dans l'optique de changer la société, elles veulent participer à la création justement de l'État islamique. C'est un État idéalisé qui va défendre les vraies valeurs de l'islam, les valeurs de justice, où il y aura une vraie communauté de destin avec les musulmans. Et c'est dans ce sens-là où elles ont l'impression de participer vraiment à la construction d'un idéal. D'un idéal. Vous dites même que pour certaines d'entre elles, le djihad, c'est une forme d'émancipation. On a du mal à... Ça peut paraître effectivement paradoxal, mais pour elle, c'est une forme aussi d'émancipation par rapport aux valeurs de la société occidentale. Elle quitte le matérialisme. Voilà, elle quitte un Occident mécréant, corrompu, où elles ont l'impression d'avoir été opprimées, notamment parce qu'elles n'ont pas le droit de s'habiller comme elles veulent. On a vu les effets de la loi sur interdisant le port du voile intégral. Donc pour elle, c'est partir pour vivre le vrai islam et être enfin femme musulmane. Vous écrivez aussi que certaines ont été déçues par des relations amoureuses qu'elles ont pu avoir ici et qu'elles idéalisent aussi finalement les combattants djihadistes qu'elles voient comme des hommes purs. Alors paradoxalement, effectivement, dans les échanges que les chercheurs que j'ai interrogés ont pu avoir avec ces femmes-là, elles ont expliqué qu'elles avaient eu des histoires avec des hommes qui n'avaient pas de valeur et aller avec un djihadiste, se marier avec un djihadiste, c'est quelqu'un qui a des valeurs, qui respecte l'islam, qui est quelqu'un, c'est l'homme idéal pour elle, qui va les respecter. Y compris s'il a plusieurs femmes, y compris... Tout à fait. Elles sont conscientes de l'aspect terroriste de cette organisation ou pas finalement ? Ou est-ce que ce sont de grandes naïves qui vont peut-être juste pour faire de l'humanitaire ? Je pense qu'il y a les deux cas de figure. Il y a celles qui sont instrumentalisées et qui ne se rendent pas compte, et d'autres qui ont vraiment intégré la doctrine et qui l'ont développée et donc qui y adhèrent totalement. C'est-à-dire que c'est un mal pour un bien.
Alors, dernière question, quel est exactement le statut de la femme dans cette organisation d'État islamique? Justement, la brigade dont vous parliez tout à l'heure a publié certaines règles disant que les femmes pouvaient se marier à partir de 9 ans, idéalement 15 ans. C'est quoi finalement le statut? Ça veut dire, qu'est-ce qu'elles ont droit de faire véritablement? Quel est leur rôle? Alors, le fameux manuel dont vous parlez n'a pas été totalement authentifié, mais visiblement, effectivement, c'est des règles de conduite. Donc, le statut de la femme, c'est effectivement pas un statut égal à celui de l'homme, c'est un rôle un petit peu complémentaire. Elles ont un rôle traditionnel, à savoir elles doivent s'occuper des tâches ménagères, elles doivent être de bonnes épouses, de bonnes mères, parce que leur rôle, c'est aussi d'élever les futurs djihadistes et de participer donc à la création et à la pérennisation de l'État islamique auquel elles aspirent. Pour en revenir au titre de votre article, pourquoi finalement il ne faut pas sous-estimer les femmes djihadistes? Il y a un cri d'alarme qui a été poussé récemment par de nombreux chercheurs, justement parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui s'engagent dans les rangs de l'EI. Ils estiment que, de par leur nature féminine, on ne se méfie pas assez des femmes. Or, on s'est rendu compte que, notamment dans les attentats de Paris, les épouses de l'un des frères Kouachi et Hayat Boumediene, d'Amédi Koulibaly, avaient passé 500 coups de téléphone en 2014. Donc elles n'avaient pas été surveillées par les autorités. Et ce qui prouve que parfois, les femmes peuvent être aussi des membres pensants des préparatifs d'attentats. Merci beaucoup Assia Hamza. Et donc je rappelle que votre article est à retrouver sur notre site internet, le site internet de France 24. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux. On y attend vos réactions et vos suggestions. Et avant de nous quitter, je vous propose d'entendre quelques notes du dernier album d'Angélique Kidjo que nous avions reçu dans Actuel et qui vient de remporter un Grammy Award pour Ève et dédié aux femmes d'Afrique.